Ouverture ce mercredi 22 octobre à Kinshasa de la 9e Assemblée Générale Annuelle des Procureurs d'Afrique. Ces hommes de droit veulent faire régner réellement la justice pour élever les continents. Situation sécuritaire au Nord Kivu et expulsion du chef de bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont été évoqués ce mercredi au quartier général de la MONUSCO au cours du point de presse hebdomadaire. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. C'est toujours un privilège pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. Ce journal s'ouvre avec cette réunion qui est abritée à Kinshasa depuis ce 22 octobre. Il s'agit de la 9e Assemblée Générale Annuelle des Procureurs d'Afrique, APA. Plusieurs pays membres prennent part à ces assises de portée continentale. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a ouvert les travaux à Béatrice Hôtel à la gare centrale. Reportage signé par Patricia Mouli et Pepito Matondo. Une justice coordonnée, modérée, constitue un gage de progrès pour l'Afrique. Raison pour laquelle les procureurs d'Afrique ont choisi la République démocratique du Congo pour abriter leur 9e Assemblée générale annuelle de l'Association de procureurs d'Afrique, APA en sigle. Au cours de cette cérémonie haute en couleur, les procureurs généraux de la RDC et vice-président de l'APA, Flori Kabange-Numbi, a, au nom de tous les hauts magistrats, rappelé l'importance du thème de cette rencontre. Le thème général retenu comme fil conducteur des présentes assises est relatif à l'unification des mécanismes de poursuite en Afrique et coopération internationale formelle et informelle des affaires criminelles concernant le commerce illicite des ressources naturelles, les crimes émergents, la poursuite des crimes spécialisés. La présidente de l'APA, Olivia Imaloa, a expliqué qu'avec toutes les richesses qui regorgent l'Afrique, le pays de ces continents doivent s'essouder pour éradiquer les terrorismes existants. Le PGR de la RDC a par la suite remis les manuels sur la lutte contre le terrorisme au Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a mis un accent particulier sur les objectifs poursuivis par cette rencontre dans son discours. Le gouvernement a tenu à accompagner les magistrats du ministère public dans le préparatif et l'organisation de ces travaux, dont elle attend tirer les dividendes sûrs dans l'édification d'une justice forte et impartiale, non seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble du continent africain. APA a été créé en 2005 au Mozambique. Les travaux de Kinshasa se clôtureront le vendredi 24 octobre 2014. Et comme tous les mercredis, il s'est tenu la conférence hebdomadaire de la mission onusienne au Congo. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la sécurité au Nord Kivu et l'expulsion du chef de bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le gouvernement devrait revoir sa mission. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, ont fait part de cette position à la presse depuis Goma, où il séjourne. Point de presse qui a connu la signature de Sylvie Fortuné-Mboula et David Temedi. Martin Kobler avait à ses côtés Saïd Djinnit et Boubacar Diarra, respectivement envoyé spécial de l'ONU dans la région du Grand Lac et envoyé spécial de l'Union africaine dans la région. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC et les envoyés spéciaux ont condamné les massacres perpétrés à Beni et Irengeti dans la province du Nord Kivu. Ils ont réitéré l'engagement des Nations Unies et de l'Union africaine d'éradiquer les groupes armés opérant à l'est de la RDC. Pour ce faire, ont-ils soutenu l'accord cadre d'Addis Abeba signé par 14 chefs d'État de la région est un instrument efficace. Le gouvernement du Congo, de son peuple et des autorités locales et des populations de cette région du Nord Kivu pour nous dire, transmettre un message
de salutation fraternelle et de solidarité avec cette région et ce peuple qui a beaucoup souffert au cours des années passées et leur dire la détermination des Nations Unies à travers la MONUSCO certainement, mais à travers toutes les entités pour les aider dans leur œuvre visant à trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité, de stabilité de la région, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, déplore tout de même que le jeune Jean de Béni se soit soulevé contre la MONUSCO. Il en appelle plutôt à la coopération. Il est aussi revenu sur l'expulsion de Scott Campbell. Selon lui, le chef du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme n'a fait que son travail. Le gouvernement congolais devrait revoir sa décision, a-t-il martelé. Nous avons eu un soutien très très fort du secrétaire général des Nations Unies personnellement. Je crois que vous avez le texte de sa déclaration, mais pour ceux qui ne l'ont pas, je voudrais bien lire cette déclaration au nom du secrétaire général. Le secrétaire général condamne la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo d'expulser M. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Bureau conjoint de l'ensemble et l'ensemble de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo était mandaté par le Conseil de sécurité d'aider le gouvernement de la RDC et son peuple à cette fin. En entravant le travail de promotion et de protection des droits de l'homme des Nations Unies, le gouvernement a failli à ses obligations en la matière. Cela ne peut que nuire au progrès du pays. Martin Kobler a en outre déploré des menaces contre les agents du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. J'ajoute que plusieurs effets de la MONUSCO ont été saccagés ce mercredi 22 octobre à l'aéroport de Béni, Mavivi, par une foule en colère venue de Ouicha en territoire de Béni. Ces manifestants exigeaient le départ de la MONUSCO pour n'avoir pas pu intervenir lors des massacres perpétrés par les éléments de l'ADF. Le bilan de ces échauffourées fait état de 7 personnes atteintes par balle, dont un pygmée, nous rapporte notre correspondant à Béni, Charmant Wandambi. Pour des interventions rapides et des patrouilles mixtes éléments police nationale congolaise et FARDC, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguezmans, a remis au gouverneur Julien Paluku Kaongia 2 pick-up 4x4 tout-terrain, une dotation du gouvernement central à la police nationale congolaise, ville de Béni. Le gouverneur Julien Paluku, qui a réceptionné les clés de contact, les a remises à son tour au commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Awashango. Je crois que j'obtiendrai encore 1 ou 2 autres véhicules, parce qu'il faudrait que les patrouilles se fassent de manière permanente, qu'il y ait des séquences de bouclage. C'est important, parce qu'il faut absolument qu'on puisse identifier les réseaux de malfaiteurs et qu'on puisse les neutraliser. Cette population a besoin de nous pour la protéger. Il faut que nous puissions répondre à ces doléances. Juste après, le patron de la territoriale est allé réconforter et rassurer les populations du quartier Ngadi, situé à plus ou moins 2 km de Béni Centre. Un quartier encore sous le choc des assassinats perpétrés par les rebelles de ADF Nalou. Les habitants d'Engadi ont à cette occasion sollicité le renforcement des unités de la police nationale congolaise et de l'armée dans ce secteur, ce qui a été accordé. Pour rappel, le quartier Ngadi a été le théâtre de tueries parmi les civils dans la nuit du 15 au 16 octobre 2014. Au total, 30 personnes ont été assassinées, parmi elles 2 bébés de 3 mois. Œuvre des éléments de la rébellion ougandaise des ADF Nalou, ce qui a porté à plus de 80 civils tués par ces rebelles. Aussitôt après, le ministre de l'Intérieur et sa suite ont pris l'hélicoptère de la MONUSCO pour rejoindre Goma après 1h30 de vol. Et là aussi, d'autres rencontres sur le plan sécuritaire l'attendent.
Nos machines sont vite allées en besogne. Vous venez de suivre la remise des 2 Jeeps pick-up par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej au gouverneur de la province du Nord Kivu Julien Paluku. C'est là en vue de soutenir les opérations de patrouille de la police nationale dans le territoire de Béni. On va faire un tour à l'Assemblée nationale. La population de la province orientale peut espérer voir dans les tout prochains jours la concrétisation du projet de construction de la cimenterie de cette province. C'est ce qu'on peut retenir des réponses du ministre de l'Industrie, Petite Moyenne Entreprise, Rémi Moussoungaï, lors de son passage à la Chambre basse du Parlement ce mercredi 22 octobre 2014. Laïn Bofando-Mungu. Pendant près de 30 minutes, les députés nationaux ont scrupuleusement écouté le patron de la SNEL qui, dans son exposé, a tenu à saluer la représentation nationale pour avoir initié cette question qu'il a jugée importante et préoccupante. Axé sur la problématique de la desserte de l'énergie électrique à Kinshasa, l'homme s'était vertueux à éclairer l'auguste assemblée sur l'état de lieu de sa société en RDC, plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Sans aller par le dos de la cuillère, il a reconnu que Kinshasa n'est alimenté en électricité qu'à 40%. Pour ce faire, il a relevé les contraintes auxquelles est butée la SNEL dans la forte démographie de la population dans la ville qui est un des faits probants de la faiblesse aujourd'hui de la fourniture en électricité. Et d'ajouter que la vétusté des matériels est à la base de ces mauvais résultats. Ainsi pense-t-il que c'est la raison pour laquelle la SNEL n'arrive plus à satisfaire ses abonnés. Elle est soumise à une forte demande de ce dernier, a-t-il déclaré. En outre, il a cité d'autres faiblesses qui fléchissent cette société. Il s'agit entre autres de la limitation des routes des transports électriques avec une seule ligne électrique. Dans un autre axe de problème, il a cité la population comme base principale de la détérioration de la desserte. Il a par ailleurs condamné des raccordements frauduleux qui causent une surcharge sur la ligne. D'autre part, répondant à la question du député national Alphonse Awenze sur la non-construction de la cimenterie de la province orientale, le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, a fait savoir que le gouvernement de la République a déjà aplani toutes les contraintes majeures, notamment l'étude de faisabilité pour la construction de la CIPOR. Le gouvernement, a-t-il poursuivi, a ouvert des dossiers judiciaires à l'endroit de ceux qui ont spolié les matériels de construction de cette cimenterie. Pour rappel, dans le cadre de la reprise des coopérations bilatérales entre la RDC et l'Inde, le chef de l'État Joseph Kabila a posé en juin 2007 la première pierre de la CIPOR qui aura une capacité de production de 400 tonnes de ciment par jour. Une fois opérationnelle, cette cimenterie permettra à la province orientale de retrouver sa place de 3e pôle économique de la RDC après Kinshasa et Lubumbashi. À l'issue de ces explications, un débat houleux s'en est suivi. Les élus députés provinciaux de Kinshasa, eux, se sont retrouvés hier mardi 21 octobre en plein air dans la salle de réunion du collège Boboto dans la commune de la Gombe. Au menu des échanges, la question liée à l'amendement et adoption de certains articles de leur règlement d'ordre intérieur Africa Mujinga. Pepito Matondo, commentaire et images. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit de l'examen et amendement du règlement intérieur de cet organe délibérant. Pour le rapporteur Richard Bakizolele, les travaux vont se poursuivre en bonne et due forme. On n'a pas terminé, on va vous conduire la fois prochaine, j'espère demain, nous serons avec vous, mais on a quand même essayé de faire un grand travail aujourd'hui. C'était un travail titan. Mais demain, j'espère qu'on va terminer et ça, là, on va voter. Maintenant, on a adopté notre règlement intérieur qu'on va utiliser au cours de cette session ou au cours de la législature et pour la législature aussi à venir. Le nombre d'articles, j'espère, nous sommes arrivés déjà au 120e article. Il nous reste encore une affaire de 40 articles, j'espère qu'on va examiner parce que ce n'est pas tous les articles qui étaient demandés. La prochaine plénière est prévue dans 48 heures. Les députés provinciaux seront appelés à adopter les règlements intérieurs révisités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après aménagement. Dixit, le président de cette institution, Roger Nsingimbemba. On va parler des finances à présent. Le vice-ministre Roger Chulungu a présidé ce mercredi 22 octobre la réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes publiques. À 10 jours de la fin du mois d'octobre, il a été passé en revue la réalisation des assignations telles que nous le fait dire Jean-Lumière Sekama.
Mois d'octobre 2014, c'est le redressement en matière de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Mais à la date d'aujourd'hui, nous pouvons noter l'évolution satisfaisante de la mobilisation des recettes de toutes les trois régies. Par rapport au mois de septembre, il y a une nette amélioration dans la mobilisation des recettes. Et les chiffres tombent. Donc nous avons le défi de réaliser les recettes certaines de l'ordre de 301 milliards pour ce mois et les recettes probables de l'ordre de 360 milliards de francs congolais, à raison de 155 milliards pour la DGDA, 150 pour la DGI et 36 milliards pour la DGRAD. Et les sociétés pétrolières de production vont contribuer avec 20 milliards de francs congolais. Les missions du ministre délégué aux finances en province commencent à porter leurs fruits. Avec la solution qu'on a trouvée au Katanga, et on est en train de maîtriser tant soit peu la situation sur les postes frontaliers de Loufou, et naturellement la DGDA réalise les pics de recettes vers les derniers jours du mois. Donc certainement la DGDA ne va pas dérober à la règle. Les efforts pour résoudre les problèmes de mobilisation des recettes dans les provinces et aux frontières doivent être maintenus. Plusieurs labels ont exposé au salon IPAD ouvert ce mercredi au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Au nombre d'entreprises qui ont ouvert leur stand, on peut compter avec Deloitte RDC spécialisé dans l'audit. Ses responsables ont, à l'occasion du passage du ministre congolais des Mines, Martin Kaboiloulou, ce mercredi 22 octobre, placé un mot sur l'OADA et son impact dans les entreprises minières. Sylvie Fortuné-Mboula, Eric Izami, Mathieu Ngadipovi. Le Congo-Kinshasa est déjà en plein dedans dans le système OADA lancé pour l'harmonisation du monde des affaires en Afrique. Au salon IPAD, ouvert au Fleuve Congo Hôtel, Deloitte RDC s'y est invité. Spécialisé dans l'audit et soucieux de la transparence, notamment dans les industries extractives, cette structure plonge sur l'impact de l'OADA sur les entreprises minières en RD Congo. Aujourd'hui, le commissariat est presque obligatoire pour toutes les entreprises selon certaines conditions, mais déjà pour les sociétés anonymes, pour les sociétés par action à société limitée, on a l'avantage en fait aujourd'hui de dire que le commissariat compte est obligatoire, donc ça peut booster en fait aujourd'hui voir l'économie de Deloitte, le business de Deloitte, même pas simplement ça, même au niveau de la transparence des opérateurs économiques. Kinshasa tient à modifier le code minier congolais plus de 10 ans après sa mise en œuvre. Quels sont les souhaits des Deloitte à ces sujets à la lumière de l'adhésion de la RDC à l'OADA? On ne cesse de parler de la transparence dans ces pays. Chaque fois qu'on attaque les opérateurs miniers, on dit souvent qu'il y a un souci sérieux sur la transparence. Et là, je crois que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le commissariat au compte, avec certaines obligations prévues dans la législation OADA, les entreprises seront obligées aujourd'hui d'informer le public, de ne plus garder les informations utiles en fait, au sein de l'entreprise elle-même. Donc l'information sera partagée. Ça, c'est un élément important aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre avantage encore, ce n'est pas simplement le fait que l'information sera partagée, mais les commissaires au compte aussi à ses responsabilités. Le Congo-Kinshasa a été déclaré pays conforme dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, bois, mines et hydrocarbures. Dans cet élan de la bonne gestion des ressources naturelles, Deloitte serait d'un apport appréciable pour la création de richesses profitables aux populations. Et toujours durant cette journée du 22 octobre, l'ambassade de Corée du Sud a lancé au Grand Hôtel Kinshasa le projet de construction du musée national moderne dans la capitale. L'agence coréenne de coopération internationale exécutera les travaux de construction de 2015 à 2018 et apportera son expertise. Le point avec Jean-Louis Miaswekama et Mathieu Ngadipovi. Une des premières réalisations de la coopération coréenne en RDC est sans conteste le musée national moderne de Kinshasa. La pose de la première pierre est prévue en 2015 et la fin de sa construction en 2018. Le directeur général de l'Institut des musées nationaux au Congo fixe les esprits. Il ne s'agit pas d'un musée coréen en République démocratique du Congo, mais d'un musée congolais pour les Congolais qui sera construit par les Coréens.
Le chef de projet de construction du Musée national moderne de Kinshasa présente les étapes. Premièrement, la construction du musée et l'exposition de la collection. Deuxièmement, le soutien des matériaux nécessaires au musée. Troisièmement, la conservation du patrimoine culturel et sa construction de bases de données. L'ambassadeur de Corée, Oh Sung-lee, a vivement souhaité que la superficie originale consacrée par le procès verbal soit conservée. Je voudrais solliciter du gouvernement congolais son implication totale pour que le projet de l'établissement du musée retrouve la superficie initiale telle que signalée dans le procès verbal de discussion entre le ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts et la Troïka. Réponse du ministre de la Jeunesse et Sport, Culture et Arts. Je voudrais donc, au nom du gouvernement de la République, rassurer la partie coréenne que le gouvernement de la République fera de son mieux pour l'accompagner dans la réalisation de cette importante tâche. Nous n'hésiterons pas, n'est-ce pas, à utiliser tous les moyens de droit pour faire droit à ce que vous demandez. La culture et l'art ne sont pas les priorités de la coopération congolo-coréenne, mais figurent en bonne place. Dans un autre registre, Patricia Bassoa nous fait savoir que le ministère de la Santé et la société SIFA AFI ont lancé l'appel d'offres pour recrutement d'une équipe d'experts qui sera envoyée en Afrique de l'Ouest pour lutter contre le virus hémorragique d'Ebola. L'annonce a été faite au cabinet du ministre ce mercredi. Suivez. Il s'agit du recrutement d'une équipe multidisciplinaire, comme le fait entendre ici le ministre de la Santé, le Dr Félix Kabange. Il y a 10 jours, nous avons lancé d'abord la formation des formateurs, qui va se clôturer ce vendredi. Et à partir de ce samedi, nous allons lancer la formation des équipes. Cela se fera en 2 étapes. D'abord, une équipe de 90 personnes, c'est une équipe restreinte, étant donné que l'Union africaine et l'OMS viennent de demander rapidement qu'on puisse disponibiliser les ressources humaines, étant donné que la situation ne fait que s'aggraver dans les pays précités. Comment s'effectuera le recrutement? Il y a environ 11-12 catégories, sans être exhaustif. Il y a les médecins épidémiologistes, les infirmiers, les 90 premiers bons dossiers vont être sélectionnés et publiés déjà le vendredi soir pour que samedi matin, la première formation, ça ce sera une formation accélérée de 3 jours. Ensuite, nous passerons à la publication, au plus tard le 2 novembre, nous allons publier la 2e liste de ceux qui seront retenus. Selon Nicolas Kabanga, chef de mission de SIFA AFIA, entreprise chargée de recrutement en République démocratique du Congo, les candidats doivent présenter des critères justifiant une expertise selon l'offre lancée. Nous avons organisé des recrutements déjà au niveau national et international. Les gens doivent soumissionner leur candidature sur base de ces formulaires. Ce sera disponible déjà dès aujourd'hui sur le site du ministère de la Santé. Ce recrutement se fera en 5 jours et l'appel d'offres est déjà lancé sur le site Congo Média. Il a fallu attendre que le calendrier de l'UNICEF soit publié pour que la République démocratique du Congo vienne en renfort aux 3 pays les plus touchés par le virus Ebola. Parlons droit dans ce journal. Comment renforcer les bureaux les bureaux de consultation gratuite au bénéfice des personnes vulnérables? Cette question a fait l'objet de l'atelier d'échange d'expériences entre les barreaux de Kinshasa, Kananga et Matadi. Ces assises organisées mardi au centre Béthanie à Gombe ont bénéficié de l'appui matériel et financier de l'Union européenne. Willy Kacha. Le 4 barreaux désignés dans le cadre du programme d'appui à la réforme judiciaire pour conduire les activités de bureaux de consultation gratuites à Kinshasa, Matadi et Kananga ont réfléchi ensemble. Ceci au cours d'un atelier organisé autour de problèmes en rapport avec le fonctionnement de leur BCG. Ces échanges d'expériences appuyés par l'Union européenne ont permis aux participants de présenter non seulement les rapports des activités et des avancées réalisées par le BCG, mais aussi et surtout
de faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement de la République pour que ce bureau de consultation bénéficie d'un appui considérable au cas où l'Union européenne s'est désengagée un jour. Maintenant que le projet va toucher à sa fin, mais nous continuons à recevoir. C'est pour cela que nous sollicitons de notre partenaire d'augmenter le budget. Nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, il y aura des canaux qui vont faire en sorte que le projet soit rallongé, mais le souhait, c'est qu'on puisse tenir compte des difficultés, notamment au niveau du budget. Nous avons plaidé tous les barreaux unanimement pour qu'il y ait l'augmentation de l'enveloppe. Les résolutions qui vont être prises sont dans le sens d'améliorer la qualité des services que nous rendons dans le cadre des BCG, ce qui montre l'intérêt que nous accordons à cette question d'aide légale. Parmi les recommandations issues de cet atelier, il y a notamment le renforcement de capacités institutionnelles des avocats. Jusen Belebele, qui était avec Willy Cash au centre Bethany, s'est aussi rendu à Kingabwa, à Limete, précisément sur l'avenue Kulumba, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il était accompagné de Don Momat. Kulumba, c'est le nom de cette avenue qui permet de relier le quartier Kingabwa aux autres quartiers des communes de la ville de Kinshasa. Son état actuel laisse cependant à désirer. Et ces travaux qu'on avait donnés aux Chinois, les Chinois ne savent rien. Pourquoi ils ont rejeté Safricas? Pourquoi ils ont rejeté d'autres agents? Si Dimon Van der Ven ou Safricas a fait ces travaux ici, ça allait quand même bien marcher. Quel épaisseur qu'on avait mis ça? Pas même 5 mètres. Avec le retour de la pluie, la situation risque de s'aggraver davantage. D'où ces SOS lancés par les habitants de ces coins. Les autorités pensent à réhabiliter cette route. Qu'ils nous réhabilitent cette route. Le retour de Dame la pluie risque d'accélérer le processus de détérioration de cette route, ce qui pourrait aboutir par conséquent à l'enclavement de ces coins de la capitale de la RDC. Et en sport, la Ligue provinciale de karaté-do de Kinshasa a organisé dernièrement le championnat de la capitale. À ce sujet, nous vous proposons de suivre les propos recueillis de Maître Beigon Obotoube au micro de Ndaïla Mbochi et Pepito Matondo. Nous avons fait 2 semaines de championnat. Cela veut dire le championnat a fait 2 semaines. Et il y avait le combat individuel et en équipe. Il y avait aussi kata individuel et en équipe. En ce qui concerne les résultats, il y a eu pas mal de karatékas qui se sont distingués. On prend par exemple au moins de 60 kilos, il y avait le petit Pandemoya. Au moins de 68 kilos, il y avait le petit Kabengele et d'Abalinkoï. Et puis au moins de 75 kilos, il y avait Maître Mpoyi Eva de l'armée de l'Éternel. Au moins de plus de 84 kilos, c'est Nyamaseko Junior du Karaté Club Armée de l'Éternel. En ce qui concerne l'équipe, c'est l'armée de l'Éternel qui a trôné sur tous les clubs. L'armée de l'Éternel est sortie l'équipe championne de Kinshasa avec beaucoup de difficultés sur le plan arbitrage et le championnat a été très difficile par rapport à l'organisation. Cela veut dire qu'on a connu un peu ce qu'on appelle le désarroi. Il y a eu ce qu'on appelle tendance, tant bien que mal qu'on a fait les élections au niveau de la fédération. Et dans le cœur des gens, il y a toujours ce qu'on appelle la division. Ça règne encore. Le championnat, probablement dit, j'ai dit coup de chapeau au président Louyeye ainsi que son équipe. Mais ce qui nous a fait un peu, nous a causé du tort, c'est l'arbitrage. En dehors de ça, il y a eu la coupe. Nous avons obtenu une coupe comme équipe championne. Avant de terminer ce journal, un clin d'œil sur l'actualité parue dans la presse ce mercredi 22 octobre et ce fait par Patricia Mouli, revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Fidel Babala, en liberté provisoire, s'exclame à Sayoun, Forum des As.
À en croire le communiqué de presse de la cellule de communication de la CPI à Kinshasa, écrit les confrères, la chambre préliminaire 2 accorde la mise en liberté provisoire à 4 suspects dans l'affaire opposant le procureur de la CPI au sénateur congolais Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'agit de Fidel Babala, de Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Arido. Quant à Jean-Pierre Bemba, renchéri la prospérité, il reste en détention pour affronter en novembre prochain les derniers terrains à charge dans l'affaire de crimes présumés commis par ces hommes en Centrafrique. Évoquant en ce qui la concerne la question de la révision constitutionnelle, la référence plus titre Dr Denis Mukwege s'inscrit dans la logique de l'alternance en RDC. Pour les réparateurs de femmes violées, un nouveau changement constitutionnel avant les élections risque de mettre en péril la cohésion nationale. Il estime que le peuple aspire au changement tant attendu pour enfin entamer une réelle alternance démocratique au cœur de l'Afrique. La population de l'Est du pays a continué hier, écrit Le Phare, à crier sa colère à la suite du massacre des civils perpétrés en territoire de Béni par les hommes armés présentés comme des rebelles ougandais. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de la région, les écoles, les commerces et les marchés sont restés fermés. La population a ainsi exprimé, souligne le journal, son ras-le-bol face à l'impuissance de pouvoirs publics devant le massacre et autres actes de barbarie qui endeuillent de manière récurrente la province. Cette même information relayée par le Dépêche des Brazzaville qui souligne que le gouvernement promet de servir suite aux tueries de Béni. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, en séjour sur place, pense que dans peu de temps, l'on sentira les effets de la nouvelle stratégie que le gouvernement, de concert avec le FARDC, sont en train de concocter. C'est tout pour ce soir. Au revoir. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Anne-Marie Ossite qui a été chef d'édition de ce journal. J'espère vous retrouver demain avec la même énergie. Entre-temps, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Bonsoir.